Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, une grosse palle. J'avais envie de me plonger un petit peu dans la sélection du prix Angoulême, mais pour la sélection jeunesse. Donc ce sera une pile de bandes dessinées jeunesse. Toutes les BD que je vais vous présenter ont fait partie de cette sélection, et il y a bien sûr le grand nommé qui en fait partie également. Je les ai sélectionnés du plus petit au plus grand. Comme ça fait une jolie pile. Vous voyez, du plus petit au plus grand. Et je vais vous en parler d'ailleurs de façon très rapide du plus petit au plus grand. D'une manière générale, je trouve que le job est fait dans le sens où, comme ce sont des bandes dessinées qui sont quand même à destination soit des pré-ados, un peu des ados, mais c'est quand même plutôt du pré-ado, il n'y a pas d'innovation dans la trame narrative, de scénarios très originaux, en se disant que c'est pour les plus jeunes. Bon, on se dit oui, on joue le jeu, ok, il n'y a pas trop de surprises, et on y va. Premier livre, Boris, Babette et tous les squelettes. C'est édité chez Nathan et on doit ça à Tania quelque chose. J'ai pas le nom complet du Tania Esch. La couverture pour moi est vraiment loupée parce que quand on la regarde, on a l'impression que ça va être quelque chose un peu pour les petits, marrant et tout. Et en fait, c'est plutôt bien fichu. On est vraiment chez E.T. C'est-à-dire le petit garçon qui trouve dans sa chambre une créature un peu curieuse qui va cacher pour pas que les grands, les adultes et le monde autour de lui l'utilisent pour faire des tests chimiques. Mais on est du côté loufoque, puisqu'en fait Babette, si vous lisez cet album, vous allez tous devenir fans de Babette. Babette, elle est géniale. Donc c'est une sorte de petit furet de cette taille-là, jaune, mais qui parle. La voisine de Boris se barre à Londres et elle vit dans une chambre qui est hyper grunge, avec des squelettes partout, avec des trucs qui font très peur. Donc quand Boris récupère Babette, Babette, en fait, elle a envie d'avoir peur. Sinon, elle déprime. Donc il va lui constituer tout un univers autour de ça. Il y a un petit milieu familial aussi sympa où ils ont joué un peu l'inversion des rôles classiques. C'est la maman qui est obsédée par le travail, qui fait du codage informatique, qui est jamais tout à fait là tout en étant là dans la maison. Et le papa qui est un gros maniaque, qui nettoie tout. Et le papa d'ailleurs, il nettoie tellement tout qu'il va chez le papy pour nettoyer. Parce que son propre père, il trouve que ça va pas. C'est une aventure très simple, très chouette, avec des dessins un peu pop. C'est pas la BD de l'année, mais c'est assez agréable à lire. Deuxième histoire, on est chez Biscotto, c'est Lily, mais les voiles. Donc c'est une petite souris qui vit dans une famille où en fait les souris, elles pensent qu'à leur survie. Elle part dans un bateau, et dans un bateau, en fait, malheureusement, elle va retomber dans la même logique. Donc il y a la communauté des souris qui fait tout pour survivre, la communauté des rats, et les rats et les souris ne peuvent pas s'entendre, et les humains. Elle tombe amoureuse d'un petit rat, le rat et la souris, c'est pas possible. Bon, voilà, scénario assez classique, mais moi j'ai bien aimé cette idée de morale à la fin où finalement on peut relativiser toute la pression qu'il y a vis-à-vis du travail, de la réussite, de la survie, et à la fin, au contraire, ce qu'elle veut, c'est vivre et non plus survivre. La BD suivante, c'est un petit conte. On est chez les éditeurs Bang, une parabole écologique. On est dans un univers un peu à la Fahrenheit, hein, mais là on brûle pas les bouquins, on brûle les arbres, la forêt. Donc on a des gros méchants, des gros humains qui veulent absolument tout raser, qui brûlent tout, et il y a des petits êtres qui font tout pour sauver les quelques petites pousses d'arbres qui survivent. Et évidemment, ça va bien se finir. C'est très poétique, c'est très mignon, c'est très joli. Je suis resté un peu sur ma faim, c'est pas bon extraordinaire. Le dessin par contre est assez sympa, il y a une teinte un peu pastel, il y a quelque chose d'assez joli entre l'univers très ocre, très rouge et très austère du monde des humains qui crament tout, et l'univers très doux, très gentil des petits veilleurs qui sauvent du coup les petites graines pour essayer de faire revenir la forêt. Antoine Doulet, Émilie Cadou et Le secret des araignées. Oui, petit aparté entre-temps, là où je trouve vraiment chouette pour le coup, c'est que ce sont que des one-shots. Émilie Cadou veut absolument aller jouer avec sa copine de l'autre côté de la forêt, qui fait super peur, alors qu'il pleut, et quand elle arrive là-bas, il n'y a pas sa copine, mais il y a son frère bizarre, complètement psychopathe, qui met des masques de zombie clown et qui veut la poursuivre, quoi. Donc elle veut rentrer chez elle, mais comme son papa et maman sont partis, elle se retrouve dehors, bloquée. Voilà, ça c'est le pitch, quoi. Et à partir de là, il va lui arriver toute une aventure avec une sorte de petite bébête, je crois que c'est une sorte de petit pinson ou de petit moustique, je sais pas trop, qui l'aide, qui va la sauver. Donc le truc est complètement barré, complètement barjot, mais c'est assez chouette. Elle va découvrir le secret des araignées, donc je vous le dis pas. Le dessin est un petit peu extravagant, ça pète un peu dans tous les sens. C'est pas révolutionnaire, mais je trouve que c'est vraiment très drôle en fait. C'est assez comique. Et la chute à la fin est plutôt bien fichue. Voilà, moi ça m'a fait passer un bon moment. Et puis cet univers à la Halloween aussi est assez chouette. Je pense que c'est typiquement le genre de BD qu'on peut proposer aux gamins au moment d'Halloween. Rebis ou Rebis, je sais
pas trop comment on le prononce, moi je disais Rebis, chez Le Lombard. Alors là, on est dans une BD qui a vraiment une volonté de casser les codes et de nous mettre en avant une autre vision du monde. Alors, c'est pas des thématiques qui vont être révolutionnaires, mais du coup, ça permet de prendre des grandes thématiques du débat actuel sur les mœurs, sur le rapport au genre, mais pour les plus jeunes. On est au Moyen-Âge et on revient au mythe des sorcières, puisqu'on va voir une sororité, on va voir, ça commence direct d'ailleurs avec des sorcières qui sont brûlées. Un petit peu juste pour les préados, quand même, moi je dirais, parce qu'il y a 2-3 scènes, notamment au début, on voit pas le cadavre, mais une fois que la sorcière est brûlée, ils la mettent dans un sac et le sac est jeté dans l'eau et on suit ce corps qui, voilà, ça c'est un petit peu, ça me paraît un petit peu dur, même si le reste de l'histoire n'est pas aussi violent, mais il y a quand même quelque chose de très lourd qui pèse sur cet univers. Ces femmes-là se protègent, se retrouvent entre elles, et bien sûr, il va y avoir un petit garçon qui lui aussi casse les codes, fonctionne pas dans la famille où il est, et son père, et avant, qui représente vraiment toute l'institution, va le jeter, va finir par le virer du cercle familial. Il s'échappe, il va être recueilli par cette sorte de sorcière qui vit en marge de la société, et pour se protéger, il veut devenir une sorcière. Donc il y a changement de genre. Voilà, et il accepte de devenir une sorcière, et donc il est une fille en fait, il est une femme, enfin il est une sorcière, quoi. Cet univers-là est assez bien fouillé, pour le coup le scénario là est plutôt chouette. Le dessin par contre est un peu en deçà. Je pense qu'il y a beaucoup de couleurs qui ont été faites numériquement, voilà, ça se voit, j'étais un petit peu plus déçu sur le dessin, mais c'est une belle bande dessinée, vraiment c'est une chouette aventure. Les personnages sont très forts, tous, jusqu'à toute cette sororité là, toutes ces femmes, elles ont chacune quelque chose d'assez chouette. Le rapport parent-enfant est très bien parce que le petit garçon il a aussi des sœurs qui elles font l'entre-deux. Bon, tout ça est très bien traité. Très chouette bande dessinée, Rebis chez Le Lombard. Le Caillou chez Dargaud. Alors très vite, très sympa. Je l'ai lu, mais alors d'un coup. Le procédé narratif a très bien fonctionné pour moi. Là, le dessin, il est très chaud, il est très agréable, il est très cool. Conseiller ça à tous les gamins, c'est parfait. C'est de Joachim Hérissé et Marion Bulot. Qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse fantasme, si on pouvait repasser la journée où tout se passe mal. Et donc, le petit garçon va recevoir un petit caillou magique qui lui permet de recommencer sa journée autant de fois qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on fait quelle responsabilité on a quand on a un pouvoir comme ça? Il va entraîner avec lui un autre garçon qu'il n'aime pas trop, qui est le fils des gitans. Et ces deux gamins vont être pris dans la boucle temporelle. Et on va voir jusqu'où ça va arriver. Donc ce système-là, narratif très chouette, où on refait toujours la même journée avec des choses qui changent, ça marche très bien, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est très agréable. Celui qui a remporté le prix, je finis pas par lui du coup, parce que j'ai un petit chouchou quand même dans l'histoire. Celui qui a remporté le prix, Retour à Tomioka, bon, je pense que c'est quand même mérité, c'est une très belle histoire. C'est écrit par Laurent Galandon et Michael Crouza, donc ce ne sont pas des Japonais, hein, ce sont des Français qui sont emparés de cette histoire. Je vous dis ça parce qu'en fait, ça parle de la catastrophe de Fukushima. Alors, ça parle de la catastrophe de Fukushima après, puisque les deux héros vont perdre au début de l'histoire très vite leur mamie, et encore une fois, une quête. On est beaucoup dans cette logique de quête, dans ces bandes dessinées. Le petit garçon va absolument ramener les cendres de la mamie dans leur village, sauf que le village, il est blindé d'ondes et personne ne peut y aller. Et donc ça va être la quête. Comment est-ce que, malgré tout, on va essayer de rentrer dans ce village pour rapporter les cendres de la mamie à l'endroit où elle devrait reposer. Là où la force du récit, c'est que le petit garçon, il voit les yokai. Donc il y a de suite ce monde imaginaire, personne ne le croit, sa sœur, bon, elle est à fond sur les réseaux sociaux, voilà. On a déjà tout cette panel-là qui est assez bien fait. Pour moi, la grande originalité de l'histoire, c'est d'avoir personnifié les ondes nucléaires de la catastrophe. En fait, le nuage est personnifié. Le nuage devient une sorte de yokai et en fait met en garde le petit garçon, systématiquement lui faisant peur. Et ça c'est très très bien vu. Donc c'est une très belle histoire. Ça remue un peu. Hein. À la fin, on est un peu, c'est très tendre, c'est très bien fichu, quoi. Ils arrivent vraiment à jouer sur des beaux ressorts. Je suis peut-être, allez, un petit point négatif sur le dessin. Le dessin est très beau, très propre, très parfait, un peu trop parfait. Voilà, on est dans une ligne très simple. Peut-être on aurait pu attendre quelque chose d'un petit peu plus éclatant de temps en temps, mais ça joue le jeu. C'est une très belle histoire et du coup avec un sujet qui, lui, pour le coup, porte vraiment son lecteur.
Donc bravo, chapeau, retour à Tomioka. Dernière bande dessinée, du coup c'est la plus grande aussi, c'est pour ça que je vous l'ai mis à la fin. La cuisine des ogres, 3 fois morte. Alors j'ai eu un peu peur parce qu'il y a un sous-titre et je me suis dit, mince, il faut c'est le premier tome d'une série. Ah non, je veux pas qu'il y ait une série. Et non, c'est bien un one-shot. Je pense que c'est vraiment bien un one-shot. C'est Rue de Sèvres, toujours un super éditeur. Fabien Vellman, je ne sais pas comment ça se prononce au scénario. Fabien Vellman, c'est le scénariste de Seul, par exemple, si ça peut vous indiquer. Et il a fait beaucoup de Spirou également. Et Jean-Baptiste Andréaé, que je ne connais pas du tout, qui est la claque visuelle de l'histoire, puisque le dessin est quand même hallucinant. Enfin, moi, pour le coup, le dessin m'a beaucoup plu. Il y a un graphisme très fort. Ça m'a un petit peu fait penser à De Cap et de Croc, avec ce graphisme très précis, très détaillé, très fort. On est dans un univers, c'est le voyage de Chihiro en fait. C'est le voyage de Chihiro avec la petite fille qui est embarquée dans un monde des esprits où elle n'a pas le droit d'être. Voilà, c'est le monde des ogres. Elle échappe à la destruction. Elle a le droit de rester en travaillant. On a vraiment ce scénario-là très conte, avec un côté un tout petit peu plus gore quand même. Hein. Parce que pour le coup, je le conseillerais peut-être pas trop à des gamins qui sont un peu impressionnés, même si on voit rien du tout. Les ogres, ils mangent les enfants. Hein. On est vraiment dans la cuisine des ogres et en fait ils sont raptés, on enlève les enfants, on vend les enfants, on les met dans un hachoir, ils font de la viande et après ils mangent. Hein. Voilà. Alors on voit pas vraiment les enfants se faire exterminer, mais on voit le hachoir et 3 fois morte en fait, son surnom vient du fait qu'elle a échappé 3 fois la mort avant d'arriver au fond de la cuisine, dans le lac, qui est le lac Vaisselle, où tous les rebuts viennent laver les assiettes des ogres. C'est très chouette, l'univers est très bien fichu. Il y a un moment graphique extraordinaire à la 20 000 lieues sous les mers, avec un kraken qui sort ses énormes tentacules du lac au fin fond. Voilà, c'est vraiment un très bel album. Alors encore une fois, je reviens sur le truc, c'est que ça fait le job pour les enfants, c'est très bien, mais le scénario du coup est un tout petit peu léger, on comprend ce qui va se passer, les coutures sont quand même un peu plus grosses. Il y a peut-être un petit twist à la fin qui est plutôt sympathique. Encore une fois, c'est la quête. Elle veut sauver ses amis, qui en plus ne sont pas vraiment sympas avec elle, hein, mais elle veut tout faire pour les sauver. Et elle va céder des rebuts de cette société de la cuisine pour s'en sortir. Et en plus, 3 fois morte, le petit twist du coup qui est très chouette, c'est qu'elle est super douée en cuisine. Donc, ça va apporter quelque chose. Voilà pour cette pile à lire assez conséquente. Si vous avez lu certaines de ces bandes dessinées, n'hésitez pas à nous donner vos retours, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez envie d'en lire certaines. Si vous avez lu peut-être d'autres bandes dessinées de la sélection, parce qu'il n'y a pas toute la sélection là d'Angoulême, partagez-nous vos conseils, vos envies, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures des Dessous des bibliothécaires. À jeudi prochain. Merci, à bientôt.